Eh bien, monsieur le directeur Thierry Châtelain, mesdames, messieurs, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole dans cette belle bibliothèque que j'aime tant et où j'ai fait tant de recherches pendant bientôt un demi-siècle. Je remercie Timothée Léchaud, Séverine Huguenin et les autres organisateurs du colloque. Et je tiens surtout à remercier les bibliothécaires de la Bibliothèque publique et universitaire qui m'ont aidé avec une générosité et une amabilité sans pareil depuis ma première visite à Neuchâtel en 1965. Je pense surtout aux directeurs de la bibliothèque qui sont devenus mes amis et souvent mes collaborateurs. Éric Berthoud, Jacques Richner, Michel Schloup et maintenant Thierry Châtelain. Je n'ai jamais connu John Jean Prêtre qui a catalogué les archives de la Société typographique de Neuchâtel, mais je lui serai toujours reconnaissant de son travail minutieux et merveilleux. Je n'oublierai jamais Charlie et Liliane Guyot qui nous ont reçus, ma femme et moi, avec tant de gentillesse pendant les années 60. Mais je ne peux pas remercier tous mes amis neuchâtelois, autrement je n'aurai plus le temps de vous parler de mes recherches dans les manuscrits de la STN. J'entre donc en matière. Les archives sont si riches, presque 50 000 lettres, qu'elles posent un problème pour quelqu'un qui a épluché tous les dossiers. Comment saisir l'ensemble ? Il y a 30 ans, j'ai résolu de fondre toutes mes recherches dans un seul livre sur la librairie française vue de Neuchâtel. À titre d'essai, j'ai commencé par rédiger quelques chapitres sur les libraires de la vallée de la Loire. D'abord, Orléans. Il fallait raconter les heures et malheurs de Couret de Villeneuve, un libraire lettré, un véritable lion de salon qui jouait un rôle important dans la vie culturelle, mais ne payait pas ses lettres d'échange qu'avec beaucoup de difficultés. Donc tout un aspect financier fascinant. Cela faisait un chapitre de 25 pages. Ensuite, Blois et Constantin Lair, un maître d'école et vigneron qui fournissait ses concitoyens et surtout ses étudiants en livres pornographiques et philosophiques. Encore 20 pages. Prochaine étape, Tours, une petite ville peu importante pour la librairie, mais qui servait de quartier général aux trois frères Le Tormy, colporteurs, qui inondaient la région de libelles politiques. Un chapitre étoffé de 25 pages. Puis Amboise et Saumur et Angers et Nantes avec des détours à certains centres de diffusion comme La Rochelle et Loudun. À chaque étape, il fallait communiquer la richesse culturelle et humaine d'un dossier fascinant. C'est-à-dire fascinant pour moi. Mais après avoir rédigé une centaine de pages, j'ai compris que je risquais d'ennuyer à mourir mon pauvre lecteur et j'ai renoncé à ce projet. Mais en 1991 est arrivé le World Wide Web et j'ai vu la possibilité de créer un livre d'une nouvelle espèce. J'ai donc résolu de communiquer l'ensemble de mes recherches par le moyen d'un site électronique où le lecteur peut se frayer un chemin qui lui convient à travers les données que je rendrai accessibles gratuitement.
Voici donc la page, le home page, comme on dit, que vous pouvez avoir, à laquelle vous pouvez avoir accès peut-être au mois d'avril ou de mai quand je vais lancer ce site. Et c'est un site assez typique, n'est-ce pas? Vous savez manipuler le menu en haut. Je n'entre pas dans des détails. De cette façon, donc, le lecteur peut créer son propre livre, un ouvrage électronique qui répond à ses propres intérêts. Pour l'aider à tenter l'aventure, je vais lui offrir un fil conducteur, les aventures de Jean-François Favarger, un commis voyageur de la STN qui a traversé le Midi et le centre de la France à cheval pendant 5 mois en 1778. Alors ça, vous ne pouvez pas le lire, mais c'est juste pour vous donner une indication des éléments de ce site. Voici donc une carte simplifiée où vous voyez les arrêts principaux de Favarger. Chemin faisant, Favarger tient un carnet de voyage et on voit des rapports sur chaque libraire qu'il rencontre au long de la route. Ça, c'est une page de son carnet de voyage. Et son carnet nous renseigne même sur les menus frais du voyage. Mais ici, à titre d'exemple, à Bourg ou à Pontarlier, Gabriel est un honnête homme, mais pauvre. Sa boutique, etc., etc. Donc, il y a comme des portraits de chaque libraire qu'il rencontre qui sont fascinants. Et puis, voici, à la fin du carnet, ses dépenses. Ce carnet nous renseigne même sur tout ce qu'il a dépensé, 10 sous pour raccommoder ses pistolets. On lui a averti que le chemin qui mène à la foire de Beaucaire est infesté de criminels et de bandits. 26 livres pour une nouvelle culotte à La Rochelle. La vieille culotte a été usée par la friction de la selle. 8 louis, 192 livres pour un nouveau cheval à Loudun. Le brave cheval qu'il a transporté depuis Neuchâtel était presque mort de fatigue et des chutes subies sur les chemins boueux entre Toulouse et Bordeaux. C'est un tour de France extraordinaire. Quand il rentre à Neuchâtel, Favarger connaît mieux le monde des livres que n'importe quel professeur d'histoire littéraire. Je propose donc de suivre Favarger au long de son voyage en utilisant son carnet et sa correspondance et en étudiant les dossiers des libraires qu'il rencontre. Par exemple, voici, vous allez voir tracer sa route. En arrivant à Pontarlier, sa première étape en France, il apprend du libraire Ignace Fèvre que la STN peut expédier ses livres contrefaits et prohibés sans risque à travers la frontière grâce à une nouvelle technique qu'on appelle assurance, terme plus noble que contrebande. En sa qualité d'assureur, Fèvre promet de faire passer les envois à un entrepôt secret près de Pontarlier pour 15 livres tournois le quintal, ce qui n'est pas très cher à vrai dire. Il engage des paysans du Val de Travers à les transporter sur leur dos en paquets de 60 livres poids de marque, en suivant des chemins détournés. Il fallait éviter les agents de la ferme générale qui pouvaient les attraper. À leur départ, on leur donne un verre de marc dans l'auberge des Verrières et à leur retour, ils touchent 25 sous, l'équivalent des gages d'une journée de travail d'un ouvrier quelconque à Paris. Si les porteurs sont arrêtés par les gardes des frontières, Fèvre, en tant que
assureur remboursera la valeur de la marchandise confisquée et les porteurs risquent d'être marqués au feu rouge par la lettre G à l'épaule gauche et puis d'être condamnés à 9 ans de travail forcé comme galériens à Toulon. Le carnet et les lettres de Favarger débordent de détails de ce genre. On peut s'y renseigner amplement sur tout ce qui concerne le transport, la fraude et la police du livre. Pour ma part, je m'intéresse surtout aux libraires. J'ai un faible pour les contrebandiers, mais passons. C'est-à-dire le caractère et la nature de leur commerce. À Marseille, par exemple, Favarger avertit la STN que l'inspecteur de la librairie est d'une sévérité exceptionnelle. Je cite, « C'est un de ces hommes qui, pour se faire un plat, mangerait son frère. » Et il assiste à une lutte féroce entre les libraires qui ont pignon sur rue et un jeune concurrent aux marges du marché, le sieur Caldeseg. Ils ont tous leurs dossiers dans les archives de la STN. Je vous raconte brièvement l'histoire de Caldeseg. Il débute comme un commis chez le libraire Gênes. Après 5 ans, il épouse la fille d'un tourneur qui lui apporte une dot de 6 000 livres. Et il se croit assez fort pour établir sa propre boutique. Le 17 janvier 1777, il envoie sa première commande à la STN. Elle contient une sélection de livres licites et 14 livres philosophiques, c'est-à-dire prohibés, dont 25 exemplaires de Thérèse philosophe, un ouvrage pornographique assaisonné de matérialisme, et 6 mémoires de l'abbé Terré, un libelle politique scandaleux. Les envois se succèdent sans problème pendant 2 ans. Mais Caldeseg n'arrive plus à honorer ses billets à leur échéance. Pris de panique, il décampe à Cadix, en Espagne, avec 4 malles de livres en abandonnant sa femme. Son beau-père fait saisir le magasin de la boutique et reprend sa fille. Puis, Caldeseg se ravise. Il revient secrètement à Marseille et se cache en essayant de négocier avec ses créanciers. Il offre, par exemple, de rembourser 15% de leurs dettes, mais il n'a qu'un désir, rétablir son commerce et reprendre sa femme. « Je suis jeune, écrit-il à la STN, je travaillerai pour payer tous mes créanciers et me réhabiliter un jour, sans quoi vous me forcerez à m'expatrier et à aller mourir aux îles. » Mais la STN reçoit en même temps une lettre d'un négociant marseillais qui leur conseille de refuser tout accommodement. Je cite, « C'est une planche pourrie. » Les autres libraires se liguent pour éliminer un concurrent tout en se procurant son stock de livres à bas prix aux enchères. Et Caldeseg disparaît définitivement, comme nombre d'autres libraires marginaux dont les dossiers se terminent par une lettre d'un voisin à laisser les clés sous la porte. S'est engagé dans l'armée, parti pour la guerre d'Amérique. Après plusieurs affaires de cette nature, les directeurs de la STN finissent par conclure que le monde du livre n'est régi que par la loi de la jungle. Je cite, « Il semble que ce métier-ci donne plus de bile que d'autres », écrit Frédéric Samuel Osterwald à son associé Abraham Bosset de Luz. Et Bosset de répondre, « Il ne faut pas promettre plus de beurre que de pain, ne croire que ce que l'on voit et ne compter que sur ce que l'on tient avec les 4 doigts et le pouce. »
C'est assez neuchâtelois, je trouve. Bref, être éditeur au siècle des Lumières, c'est habiter un monde qui est déjà balzacien longtemps avant Balzac. J'espère évoquer l'atmosphère de ce monde en expliquant les règles du jeu et les façons de jouer parmi les libraires. Mais je voudrais aller au-delà de l'anecdote ou l'anecdotique pour arriver à des conclusions générales concernant la demande littéraire et la diffusion des livres en France à la veille de la Révolution. C'est un grand sujet qui a été débattu depuis très longtemps. Un article de Daniel Mornay, célèbre, publié en 1910, a déclenché ce débat et j'espère apporter une réponse. Pour aborder ce problème, il est essentiel de tenir compte de 3 facteurs qui distinguent le marché littéraire sous l'Ancien Régime de ce qui existe aujourd'hui. D'abord, la censure et le monopole exercé par la communauté des libraires et des imprimeurs de Paris. Malgré une certaine souplesse dans la politique française, les livres hétérodoxes se publient principalement à l'étranger dans des maisons d'édition qui entourent la France depuis Amsterdam et Bruxelles jusqu'à Bâle et Genève. Deuxièmement, l'inexistence du copyright, surtout au plan international. Aux yeux des éditeurs français, les directeurs de la STN sont des pirates, tandis qu'à Neuchâtel, ce sont des hommes d'affaires respectables qui réimpriment légalement les livres qui se vendent bien ailleurs. Troisièmement, l'impossibilité pour un libraire de renvoyer ce qu'on appelle aujourd'hui des retours. Les libraires sont donc prudents en passant des commandes puisqu'ils ne peuvent pas se débarrasser gratuitement des exemplaires invendus. Compte tenu de ces facteurs, voyons le marché du point de vue de l'éditeur. En imprimant un livre, il ne va pas tirer un grand nombre d'exemplaires. D'abord parce que le papier coûte cher, 50% des frais de revient pour une édition d'1 000. Mieux vaut réimprimer le tout que d'investir ses capitaux dans un produit qui risque de rester en magasin. Plus important, la concurrence des contrefaiseurs fait que plusieurs maisons d'édition impriment le même texte en même temps et se ruent sur le marché français dans l'espoir d'être le premier à écrémer la demande. Au contraire de la librairie moderne, où un seul éditeur profite d'un livre à succès tiré à grand nombre, il existe donc plusieurs petites éditions produites simultanément. C'est la raison pour laquelle nos bibliothèques, comme cette belle bibliothèque ici, possèdent tant de versions différentes des textes du XVIIIe siècle. Pour attiser la concurrence, les éditeurs hors de France se pactisent. Après avoir tiré 1000 exemplaires d'un ouvrage, un éditeur troque souvent une centaine contre une quantité égale calculée en feuilles imprimées qu'il choisit dans le fond d'une maison alliée. De cette façon, il réduit les risques de la vente tout en variant son propre fond. Les grandes maisons d'édition deviennent donc des marchands en gros. Elles peuvent fournir un assortiment énorme aux libraires détaillants. Et si un client leur demande un livre qu'ils n'ont pas en stock, ils peuvent le lui procurer par un échange particulier. Il en résulte une sorte de stock flottant, accessible à plusieurs éditeurs alliés. Ce phénomène est si important que la STN distingue ses propres impressions ou livres de fond
d'avec ses livres d'assortiment et elle groupe ces derniers dans un compte à part dit « compte d'échange ». Elle va jusqu'à créer des alliances formelles par des traités avec les sociétés typographiques de Lausanne et de Berne. Les trois maisons contrefont ensemble les livres qui se vendent bien, en partageant les frais, les risques et les bénéfices. Cette pratique explique l'ampleur du stock de la STN. En 1785, son catalogue comporte 700 titres. En 1787, elle garde 1500 ouvrages différents dans son magasin. J'insiste sur ces pratiques peu connues des historiens parce qu'elles ont un rapport crucial à une question, j'avoue, qui me tourmente. Est-ce que le commerce de la STN peut être considéré comme représentatif de la librairie française en général? Avant d'y répondre, voyons ce commerce du point de vue du libraire détaillant qui se fournit chez la STN. Ainsi que je l'ai déjà dit, il a tendance à être conservateur dans ses commandes, parce que l'impossibilité de renvoyer les livres invendus l'incline à borner le nombre d'exemplaires qu'il achète pour chaque titre. Mais il a intérêt à commander plusieurs titres à la fois pour économiser sur les frais de transport. Les livres sont expédiés en feuilles, c'est normalement aux particuliers de les faire relier, et le libraire en commande assez pour former une balle qui pèse au moins 50 livres poids de marque. Les voituriers refusent les envois qui n'ont pas ce poids et qu'on est obligé d'expédier par carrosse, ce qui coûte beaucoup plus cher. Donc la distinction voiture-carrosse est cruciale pour le libraire qui se fournit chez les grossistes éloignés. Au lieu de distribuer ses commandes parmi plusieurs fournisseurs, il les concentre et les limite à quelques maisons fiables qui lui font souvent des conditions favorables, crédit à long terme, promptitude dans les expéditions, le 13e exemplaire gratis, etc. Tout en offrant ces avantages à ses clients, la STN leur procure les livres qu'elle n'a pas en magasin grâce au système des échanges. En 1773, elle écrit à une de ses pratiques qu'elle a accès à toute la production littéraire de la France. Je cite, « Il ne paraît aucun livre de quelque mérite en France que nous ne soyons en état de fournir. » Le principe au cœur de ce système, c'est la confiance. On accorde ou retire sa confiance en doses mesurées, c'est-à-dire jusqu'à une certaine somme d'argent. La notion de confiance est plus forte que celle de crédit, car il s'agit des facultés morales, comme on dit dans les lettres où les négociants se renseignent sur la fiabilité de leurs clients. À côté du jeu de l'offre et de la demande, il existe donc un système très humain qui lie les éditeurs aux libraires. Il arrive, bien sûr, des cas où le fournisseur, alléché par une commande importante, place mal sa confiance. C'est ce qu'a fait la STN en traitant avec Caldesègue. Mais même dans ces cas, il faut tenir compte des relations régulières entre l'éditeur grossiste et le libraire détaillant si on veut tirer des conclusions générales. Je m'explique, mais pardonnez-moi d'entrer dans des détails un peu ésotériques, mais les enjeux sont importants. Il s'agit de répondre à cette question de Daniel Mornay, que lisaient les Français à la veille de la Révolution, ou du moins, quels livres achetaient-ils? Après avoir étudié les livres de compte de la STN, et ils sont très beaux, je me suis dit que je n'avais qu'à transcrire directement
les registres des ventes pour mesurer statistiquement la diffusion de la littérature française partout en Europe. Mais l'étude des dossiers des libraires m'a convaincu que cela aurait été une erreur. La plupart des libraires ne passent qu'une ou deux commandes à la STN. Ils commandent par essai, comme ils disent, pour juger de la qualité des impressions, des frais de transport et de la rapidité des envois. Beaucoup sondent le terrain de cette façon après avoir remarqué quelques titres dans le catalogue de la STN ou dans un de ces prospectus envoyés pour lancer une édition spéciale comme celle de l'encyclopédie in quarto et celle de la description des arts et métiers. Ils achètent quelques titres et souvent ne reviennent pas, parce qu'ils sont mieux servis par d'autres maisons d'édition ou par des fournisseurs établis plus proches. Leurs commandes passagères ne peuvent pas fournir un échantillon qui représente le caractère général de leur commerce et on ne peut pas tirer des statistiques des dites commandes pour calculer la diffusion de tel ou tel livre vendu par la STN. La base statistique est trop faible pour en conclure quoi que ce soit. Par exemple, les livres de contes appelés journaux, brouillards et mains courantes permettent de suivre toutes les ventes de Candide par la STN. Mais si on les trace sur une carte, on ne sait que dire parce que les statistiques sont triviales. 14 exemplaires vendus aux libraires en Russie et pas un seul vendu au Portugal, ni en Espagne. Peut-on présumer que la demande pour ce livre est négligeable dans le monde ibérique? Pas du tout, parce que le marché aurait pu être fourni par d'autres, comme Gabriel Kramer, l'éditeur de Voltaire à Genève, qui a un commerce important en Espagne. La STN n'a vendu aucun exemplaire de Candide aux Pays-Bas, ni en Scandinavie, ni en Grande-Bretagne. On sait à quel point Voltaire a marqué la vie culturelle de Berlin. Pourtant, la STN n'y a vendu aucun exemplaire de Candide. Les historiens allemands ont démontré la dominance du libraire Philipp Erasmus Reich dans l'Allemagne du Nord, mais il n'a jamais commandé de livre à la STN. D'ailleurs, il est difficile de se former une idée du commerce de la STN en Allemagne, parce que la plupart de ses ventes se font aux foires de Francfort et de Leipzig par l'intermédiaire de la Société typographique de Berne et par Jean-Jacques Flick et Emmanuel Turnhuisen de Bâle, sans laisser des traces dans les archives à Neuchâtel. Une grande proportion des livres dans le magasin de la STN, peut-être un quart ou même un tiers, s'écoulent dans les magasins d'autres maisons suisses par le moyen des échanges et des ventes. On ne peut pas connaître leur destination finale. Les mêmes problèmes se posent pour les ventes de la STN en France, son marché principal. Elle vend peu de livres à Paris, où les libraires font tout avec l'appui du gouvernement pour étouffer la concurrence des contrefaiseurs et des étrangers. En province, il est vrai, la STN trouve des clients qui préfèrent les contrefaçons bon marché aux éditions parisiennes. Elle correspond avec presque tous les libraires importants. Mais la distance et les inspecteurs de la librairie font souvent obstacle à un commerce régulier et soutenu. Et on ne peut rien conclure de quelques ventes faites au hasard des circonstances. Le réseau commercial de la STN se fait petit à petit et d'une manière inégale. Elle vend un nombre suffisant de livres aux libraires Bergeret de Bordeaux, par exemple, pour qu'on puisse entrevoir le profil de son commerce. Mais elle ne débite presque rien à Rouen,
où son correspondant principal, Pierre Machuel, est lié à des fournisseurs aux Pays-Bas. Bref, on ne peut pas calculer ni la demande ni la diffusion des livres en compilant sans distinction tous les chiffres qui paraissent dans les livres de compte de la STN. Elle n'a pas de clients réguliers dans toutes les villes de la France, pour ne pas parler de l'Europe entière. Et les commandes faites par des clients passagers sont trop arbitraires et inégales pour qu'on puisse en tirer des statistiques solides. Donc, c'est un peu ennuyeux peut-être, mais il est très important d'avoir une sorte de méthodologie. J'ai donc opté pour une stratégie d'échantillonnage. J'ai choisi 18 libraires qui s'approvisionnent régulièrement chez la STN et qui se trouvent sur l'itinéraire de Favarger en 1778. Ayant épluché leur dossier avec les rapports de Favarger et des lettres d'autres correspondants situés dans les mêmes villes, j'ai pu former une idée générale du caractère de leurs affaires. Vous ne pouvez pas lire cela, mais c'est juste pour vous donner l'idée du site que j'ai préparé. Un détail, vous voyez donc l'itinéraire de Favarger. En compilant leurs commandes, j'ai dressé des statistiques qui représentent la demande littérature vue sous la perspective de leur commerce. Je dis la demande plutôt que la diffusion des livres, mais cela revient au même, ou à peu près, parce que la STN réussit à remplir la plupart des commandes de ces 18 libraires, ainsi qu'on peut démontrer en étudiant leur compte intitulé « Livres de commission ». Rassembler cette information dépasse la capacité d'un seul chercheur. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années avec de jeunes doctorants qui ont transcrit les lettres des libraires, identifié les livres commandés et compilé la plupart des statistiques. Myriam Corsini, ici présente, a mis la dernière main à ce travail pénible et j'ai souvent eu recours à mes amis de la bibliothèque, surtout Michel Schloup et récemment Thierry Châtelain et ses collègues Sylvie Béguelin, Martine Noirjean et autres qui ont numérisé plusieurs centaines de manuscrits avec un professionnalisme parfait. Qu'ils soient remerciés chaleureusement et de tout mon cœur. Je vais donc vous présenter brièvement les résultats de ce travail collectif. Je les ai organisés avec l'aide de 2 logiciens experts sous la forme d'un site électronique que vous avez vu et qui sera accessible gratuitement à tout le monde dans quelques mois. Voici à nouveau le site avec le menu des options pour le lecteur. En consultant cette carte schématique, vous pouvez situer les 18 libraires sur l'itinéraire de Favarger. Il suffit de cliquer sur le nom d'une ville pour avoir accès au dossier des libraires. Et voici une liste avec le nombre des lettres, etc., beaucoup de détails. Autre moyen de télécharger les dossiers, cliquez sur la liste des noms des libraires ou sur la liste des villes qui se trouvent sur le site. Vous les voyez là. Et à titre d'exemple, vous pouvez cliquer sur Besançon et étudier le commerce du libraire Charmet, un comptoir honnête et sympathique. Donc voici Besançon. Vous voyez d'abord une gravure de la ville faite au XVIIIe siècle, suivie d'indications de liens où vous pouvez cliquer pour vous informer plus amplement. Vous trouverez 6 éléments principaux. D'abord, pour vous orienter, vous verrez un résumé des données économiques, politiques et culturelles qui indiquent le contexte du commerce de Charmet.
Cliquez sur un lien électronique et vous pouvez consulter une version détaillée de ces renseignements, une vingtaine de pages sur toutes les institutions de la ville. Deuxième élément, une monographie que j'ai écrite sur Charmé. Cliquez sur le lien Read More que vous voyez là. Voici, ça c'est un petit résumé. Et puis, vous aurez toute une monographie sur le commerce de Charmé. Troisième élément, la transcription des 179 lettres de Charmé à la STN. Vous pouvez cliquer sur Search Letters. Voici une lettre transcrite. Quatrième élément, les manuscrits numérisés des lettres. Parce que, bien sûr, avec un travail d'équipe, on fait beaucoup d'erreurs. Donc, vous pouvez remonter aux manuscrits. Et ça, j'aime beaucoup, puisque sur les dos des lettres, on met la date, écrit le 19 mars, et puis un R avec un trait. R, ça veut dire reçu le 22 mars, répandu le 29. Donc, on peut suivre précisément le temps dans ce commerce. Et ainsi, une belle lettre de Charmé, de Besançon, suivie de ses commandes. Vous voyez, il donne le nombre d'exemplaires et les titres. Bon, ayant étudié les lettres, vous pouvez consulter un tableau de toutes ces commandes avec les dates et le nombre d'exemplaires commandés. Donc, c'est juste à titre d'exemplaire, vous ne pouvez pas très bien voir, mais tout est là, toutes ces commandes, de façon très exacte. Donc, sixième élément, ce sont les livres les plus commandés. Donc, ça, c'est les commandes en manuscrit. Et puis, j'ai repéré, pour ainsi dire, les meilleures ventes chez Charmé. Ça commence par le mémoire donné au roi par M. Necker en 1778 sur l'administration provinciale. Puis, Théâtre à l'usage des jeunes personnes, qui est en vers, puisque c'était une publication de la Société typographique. En étudiant tous ces renseignements, vous pouvez former une idée assez juste de la demande des livres et du rôle du libraire dans la vie culturelle à Besançon. Vous pouvez aussi comparer le cas de Charmé avec celui de L'Épagnier, un autre libraire byzantin dont le dossier est presque aussi riche. Et grâce à l'infrastructure technologique du site, vous pouvez suivre toutes les références à Charmé, à Besançon et aux livres qui vous intéressent dans tous les dossiers. Le site offre une base de données où vous pouvez surfer à votre aise. Bien qu'on connaisse le nombre d'éditions de certains ouvrages du XVIIIe siècle, on ne peut pas calculer le nombre d'exemplaires de tel ou tel titre qui a réellement existé, à part l'encyclopédie, un cas exceptionnel auquel j'ai consacré une monographie. Mais les échantillons statistiques permettent de dégager une vue d'ensemble qui représente assez bien la demande et la diffusion de la littérature en général. Donc, je sais que c'est trop petit pour que vous puissiez lire, mais là, j'ai créé une liste composée de tous les livres commandés par les 18 libraires, et vous pouvez suivre les commandes pour chacun des 1145 titres qui composent le corpus général. Alors, vous voyez là, par exemple, abrégé de l'histoire ancienne de M. Rollin. Et une série de lignes et les commandes, le nombre d'exemplaires commandés, la date des commandes, etc. C'est très détaillé. Et à la fin,
vous arriverez à une liste des meilleures ventes pour tout ce corpus, pour tous les libraires. On ne peut pas la prendre au pied de la lettre parce qu'il faut aussi tenir compte de certaines spécialités qui sont particulières à la STN, comme les livres protestants. Je n'entre pas dans des détails, mais pour résumer, je constate 4 tendances générales. Mais vous ne pouvez pas lire les titres un peu, peut-être. Ici, oui. Mais je m'excuse, mais j'aurais dû peut-être circuler. Bon, vous avez là 31 des meilleures ventes de tout ce corpus. Donc, les 4 tendances générales. D'abord, une littérature scandaleuse et contestataire qui transmet une vision désabusée de l'histoire contemporaine. Par exemple, Anecdotes sur Madame la Comtesse du Barry et Mémoires de l'abbé Terray. Deuxième tendance, des ouvrages imprégnés des idées des philosophes, parfois vulgarisés, l'an 2440, un best-seller extraordinaire, parfois encyclopédique, l'histoire philosophique de l'abbé Raynal, et même radical, le christianisme dévoilé du baron d'Holbach et de l'homme par Helvétius. Troisièmement, des livres éducatifs et utilitaires, la grammaire de Pierre Restaud, le dictionnaire français et latin de Laurent-Étienne Rondet, le dictionnaire d'histoire naturelle de Valmont de Beaumard, le recueil anonyme intitulé « Lecture pour les enfants » et « La vie au peuple sur sa santé » par Tissot. Quatrième élément, de la fiction légère, amusante et parfois grivoise, recueil des comédies et de quelques chansons gaillardes, le voyage sentimental de Sterne, le paysan perverti de Rétif de la Bretonne et le compère Matthieu par Henri-Joseph du Laurent. Donc, vous avez d'abord les psaumes, donc littérature protestante, et après, Anecdotes sur Madame la Comtesse du Barry, numéro 2, numéro 3, l'an 2440, 4 mémoires données au roi par M. Necker, 5 mémoires de l'abbé Terray, 6 journal historique de la Révolution opérée dans la constitution de la monarchie française par M. de Maupeou, etc., etc. J'ai éliminé de la liste des best-sellers, si vous me passez l'expression, les livres publiés par la STN parce qu'ils sont surévalués par rapport à ces livres d'assortiment. Mais une autre liste qui inclut les éditions de la STN donne la même impression, à peu de choses près, et compte tenu de certains auteurs favoris par les directeurs de la Société typographique, Louis-Sébastien Mercier, Claude-Joseph Dora et la comtesse de Genlis. Ajoutez à cela une dose de livres d'histoire, notamment de William Robertson et de Claude-François Xavier Millot, et de voyages, Cook et Lapérouse, et vous aurez une vue d'ensemble sur la librairie française et la demande de livres entre 1769 et 1789. C'est une vue particulière et imparfaite, mais je pense qu'elle représente assez bien la littérature vécue, celle qui a réellement existé à la fin de l'Ancien Régime. Je vous remercie de votre attention.